Je pense qu'on peut leur dire merci parce que c'est juste ouf en fait ce que vous avez mis avec des mots, avec des images, c'est des trucs qu'on est beaucoup à penser, à ressentir, mais d'entendre ça mis de manière aussi beau, aussi poétique, ça fait du bien. Donc merci beaucoup, vraiment. Je voulais pas commencer par ça. C'est beau, c'est poétique et surtout moi ce qui m'a marqué c'est que c'était drôle. Et ça fait du bien quand on parle de climat parce qu'on a l'impression qu'on a un peu tout le poids de la Terre sur nos épaules. Alors moi j'ai envie de vous poser comme question pour commencer. À quel moment est-ce qu'on se dit on va monter sur un voilier pendant 2 semaines et partir au bout du monde comme ça sans... Waouh. Ok, il faut que je m'habitue. En fait, l'histoire, c'est qu'on était confinés tous les trois, mais en fait avec plus de gens encore, mais on était en confinement. Et il y a une première équipe, un équipage qui a contacté Camille pour partir en Antarctique. Le Covid a fait que ce n'était pas possible au final. Sauf que, évidemment, Camille nous avait déjà proposé de venir avec elle et on avait déjà beaucoup trop imaginé le voyage, etc. Et en fait, l'équipage que vous voyez là, on l'a rencontré via Zoom. On a été sur un site internet qui s'appelle la Bourse des équipiers, qui est un peu le covoiturage du voilier. Et ils nous ont acceptés dans leur aventure et on a décidé de partir avec eux. Et ça s'est un petit peu fait comme ça. Alors évidemment, il y a eu l'envie, etc., de le faire et un petit peu d'écriture et tout ça, mais ça s'est un petit peu fait sur le fil, quoi. Il y a une autre question qui me vient aussi, toujours sur ces fameux instants qu'on voit au départ où vous êtes sur le voilier pendant 2 semaines, on voit que vous galérez bien quand même, parce que c'est pas une promenade de santé. On a une époque où tout va hyper vite, on peut acheter un billet d'avion pour aller à Dubaï en quelques secondes, on peut swiper, rencontrer des gens partout dans le monde. Est-ce que c'était une manière aussi pour vous de reposer cette question du temps aussi et de le besoin, la nécessité de ralentir? Peut-être Camille? Bonjour, déjà merci d'être resté. Euh, Moi, c'est intimement oui. Intimement oui, parce que tout autour de nous était urgence, tout en nous était urgence. Et je pense qu'on peut pas être juste dans la question de... Ou en tout cas, c'est difficile d'être juste sur la durée dans ce marathon parsemé de plein de sprints qu'est l'activisme, si on ne renouait pas un petit peu avec le temps long. Le temps long, ça veut dire celui de la pensée, celui du recul aussi, euh, celui de répondre à des grandes questions et pas qu'à des petites urgences. En fait, je crois que qui décide du temps politique, dans le sens large de la politique, gagne. Parce qu'alors, si on impose nos sujets, on ne peut pas perdre. C'est-à-dire que soit c'est le statu quo, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, soit on obtient quelque chose qui n'était même pas avant dans l'ordre de la société. Mais pour réussir à pouvoir imposer ce temps, à ne plus se faire dicter une urgence, à ne plus être seulement en réaction à ce qui se passe, on avait quand même le besoin de nous prendre ce recul. En tout cas, moi, je l'ai ressenti et j'étais contente de partir avec mes deux meilleurs amis pour le faire. Cette traversée, on l'a dit, donc elle était épuisante. Jade, toi, composer avec le corps, essayer de transmettre des émotions justement par cet outil qu'on a au quotidien avec nous et qu'on a tendance à oublier, c'est quelque chose que tu fais très bien. Est-ce que justement, selon toi, on devrait s'autoriser à beaucoup plus ressentir, à retransmettre aussi tous ces trucs, tous ces bouillonnements qu'on a à l'intérieur de nous avec le langage corporel, avec ce truc qui finalement enlève un peu une barrière entre nous et le reste du monde? Oui, et je pense que c'est pas uniquement mon mode d'action à moi, c'est-à-dire que je pense que tous ici, on se sent attaqué dans notre chair parce que ce qui est en jeu, c'est que le monde vivant s'effondre, donc on est tous attaqués dans notre chair. Je veux dire, quand, je sais pas, imaginons une inondation rentre dans notre maison, arrive jusqu'au plafond, ou quand on a soif parce que les sécheresses s'enchaînent, euh, évidemment qu'on est touché dans notre chair. Et tous ici, là, assis, enfin confortablement, on a à manger, on a à boire, tout va bien. Qu'est-ce qui fait, enfin qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous met en mouvement? En réalité, je pense que c'est vraiment une sensation qui est la chair de poule. Vous voyez cette espèce de frisson que vous pouvez ressentir quand euh, vous regardez le rapport du GIEC, quand vous regardez une vidéo sur l'état de la France à plus 4 degrés, quand vous regardez les feux de forêt l'été,
ou je sais pas, quand vous voyez le champ à côté duquel vous avez grandi se faire bétonner pour un centre commercial, c'est votre chair qui est attaquée, vous personnellement. Et en réalité, nous, on est tous pris corporellement dans le tissu du monde. Et quand on s'embarque sur un voilier, quand je danse dans la nature, dans le vent, dans le froid, ou quand ce matin on est tous les trois au blocage de l'AG Total très tôt, on éprouve physiquement. Et c'est notre manière à nous d'habiter le monde. C'est notre manière d'habiter dignement ce monde, c'est-à-dire de défendre la vie sur Terre. Et je pense que la danse, dans tout ça, c'est pas uniquement des moments de poésie et de flottement au milieu des interviews, c'est réellement... c'est ce que Paul Valéry appelait la danse, c'est la poésie générale de l'action des êtres vivants. Donc je pense effectivement que le corps, c'est le vecteur de l'émotion et que l'émotion, c'est le vecteur du mouvement. Et c'est même la racine du mot émotion. Le mot émotion, c'est le mouvement. Et initialement, d'ailleurs, quand ce mot est apparu dans la langue française au XVe siècle, il voulait dire révolte sociale. Et après, il a été transformé comme chose très personnelle, très intime. Mais l'émotion, c'est fondamentalement la révolte sociale. Et quand on nous dit non, c'est tout ça, c'est très objectif et tout, bien sûr que non. Tous ici présents, vous êtes tous attaqués dans votre chair et vous êtes tous saisis dans votre chair aussi, dans vos engagements respectifs. Dans cette série de documentaires, allez-y, vous pouvez l'applaudir, elle le mérite. Dans cette série documentaire, il y a un truc qui est très fort aussi, c'est qu'on voit s'entremêler, s'entrechoquer des manières différentes de militer, de s'engager. Il y a eu la danse, il y a eu les mots, il y a eu l'image, mais il y a aussi le fait d'être un scientifique et d'expliquer ce qui est en train de se dérouler devant nous sans qu'on veuille trop y croire ou pas, parfois. Toi, Heidi, tu as livré un témoignage, tu nous expliques un peu toutes ces choses hyper complexes. Et en même temps, on voit que tu travailles énormément sur la communication, sur le fait de transmettre l'information. Comment tu as développé ça? Quel lien t'entretiens finalement avec cette partie de finalement aller sur des scènes, apparaître dans des documentaires en tant que scientifique? Merci en tout cas. Je suis bouleversée par le documentaire et je crois que je ne suis pas la seule ce soir. Je crois que nous, les scientifiques, on a un vrai problème. Voilà, hein, quand on se prend un rapport du GIEC en pleine tête, peut-être parfois ça nous donne la chair de poule, mais ça reste vraiment inaccessible. Et notre science du climat, la science des glaciers, peu de personnes arrivent à se connecter à ça. Et j'ai eu beau étaler toutes ces statistiques dans le documentaire, c'est pas ce qui me donne la chair de poule finalement. Et on sait qu'il faut qu'on communique autrement. On n'a pas le choix, on est vraiment dans une urgence absolue, parce qu'on se rapproche des points de bascule, justement, au niveau climatique. Et aujourd'hui, on le sait, que les décisions que vous prenez, jour après jour, sont basées sur des émotions. Et les humains, les scientifiques, je veux dire, sont des humains. Et ça, on a parfois tendance à l'oublier. Et tu sais, nous, quand on nous demande d'être scientifique, on nous demande d'exprimer aucune émotion par rapport à ces sujets-là. Et aujourd'hui, tu ne peux pas lire un rapport du GIEC avec la voix la plus monotone de l'univers. Tu ne peux pas ne pas sentir tes tripes qui sont en train de se déchirer face à ce qui se passe. Et moi, crois-moi, je me sens pleinement attaquée dans ma chair quand je vois ces glaciers qui sont en train de se disparaître. Moi, mon monde s'effondre. Et je le vois directement sur le terrain. Et je ne peux pas, Je ne peux pas regarder ce qui se passe, les bras croisés, et continuer à me tenir juste à des rapports et juste à des publications. Et donc, pour moi, ça passe par tout ce qu'on a vu dans ce documentaire. Que ça passe par des plans extraordinaires, par des mots ultra puissants, par des gestes, par de la danse. Je veux dire, je pense qu'on a tous été touchés à un moment ou à un autre dans le documentaire. Et aujourd'hui, on n'a pas le luxe d'ignorer toutes ces façons de communiquer. Aujourd'hui, il faut vraiment utiliser tous les outils qui sont disponibles pour, certes, partager la science, mais surtout que les gens se sentent concernés et suffisamment concernés pour pouvoir passer à l'action. Merci beaucoup.
Quand on est activiste, quand on veut parler des enjeux climatiques, il y a un truc qui est hyper compliqué, c'est déjà que, tu l'as répété, on est humain, donc un humain, il a un truc un peu particulier, c'est qu'il doute en permanence. Il doute en permanence de lui, de sa capacité à transmettre quelque chose, à agir, évidemment. Mais il y a des gens aussi qui misent vachement là-dessus, cette capacité à renforcer ce doute qu'il y a en nous. Et souvent, c'est des personnes qui ont de l'argent, du pouvoir, accès aux médias et qui en jouent au quotidien. Donc, est-ce que c'était aussi votre manière à vous de vous réapproprier aussi le narratif et de dire, oui, on doute, c'est OK, mais au final, à la fin de la journée, on sait pourquoi on fait tout ça. Camille ou Solal, je ne sais pas. Toutes les questions politiques et compliquées là. Moi, je suis arrivée dans la team blocage avec Solal depuis 4h30, donc je suis désolée d'être un peu molle. Excusez-moi, c'est les 2 jets de lacrymo simultanés qui n'aident pas à la pensée. Mais donc, on disait sur la question du doute. Le doute je pense que le doute est sain. Et qu'il y a un enjeu politique aussi que je m'efforce de faire, même si c'est violent, c'est d'oser être vulnérable dans une sphère politique qui sans cesse nous rappelle de ne pas l'être. Parce qu'elle est principalement maintenue par des hommes, et que donc dans ces sphères de puissance, c'est le patriarcat fait que c'est avoir peur, oser dire je ne sais pas sur un plateau télé, oser dire c'est compliqué quand on est un dirigeant, une dirigeante politique et dire voilà, il y a un truc qui arrive, par exemple une pandémie, on ne sait pas, c'est totalement nouveau, vertigineux, juste que je vous promets c'est qu'on va essayer, on va le faire ensemble démocratiquement. En fait, tout ça, ça n'existe pas parce que c'est relégué souvent c'est associé à des attributs féminins qui sont donc dévalorisés dans une société patriarcale. Donc, je fais un point d'honneur, je suis loin d'être la seule, mais à vraiment, en ayant une place dans cette sphère politique, d'oser être vulnérable, aussi pour celles qui arrivent après. Parce que d'autres avant moi l'ont fait. Et donc je pense qu'on doit tenir comme ça les portes ouvertes pour que certains et certaines, surtout s'engouffrent dans ces brèches. Donc la question du doute et de la vulnérabilité, c'est une sincérité, c'est tout. Et c'est ce que je regrette et ce que je reproche justement à ceux qui aujourd'hui tiennent les mains sur le gouvernail, c'est-à-dire qui gouvernent. C'est de ne pas laisser une part collective à ces émotions fondamentales. Par contre, ce qui se passe, j'écris un livre sur le sujet et c'est tout le premier chapitre, donc désolée s'il y en a qui l'ont lu parce que je redis, mais je travaillais beaucoup sur la question de la peur, et notamment sur un auteur qui s'appelle Gunther Anders, qui travaille sur les catastrophes, et en fait, il raconte comment, précisément, c'est assez dangereux de ne reléguer nos peurs que dans l'intime, parce qu'alors, ce qui se passe, c'est que l'éco-anxiété, typiquement, arrange très bien l'énergie fossile. C'est normal d'être terrifié pour autant par ce qui se passe, heureusement, sauf que si on en fait une pathologie, si on en fait quelque chose qui concerne nous et notre psy, en gros, nous et notre bande de potes, eh bien on s'assure de se tenir bien loin de l'action et de ne pas s'organiser collectivement. Ce que ça crée très concrètement, et je peux le voir au quotidien, c'est qu'on a des médias qui nous disent attention, attention, ne faites pas trop peur, ou alors il faudrait mettre des sujets un peu plus tournés positifs ou un peu plus tournés solutions, parce que sinon on risque de créer une génération d'angoissés, de gens qui veulent plus avoir d'enfants. Sauf que la peur, quand c'est une peur à la hauteur du danger, elle nous sauve. Si une voiture nous fonce dessus et qu'on n'a pas peur, on se fait écraser. Si on a une peur à la hauteur du danger, c'est un réflexe vital qui nous sauve. Donc il est urgent pour moi de remettre cette question du doute, de la peur, de l'émotion, d'en faire un outil collectif, politique, de d'oser en faire un objet de pensée de la société, et surtout pas en rien de le reléguer que dans l'intime. Donc c'est pour ça que je m'efforce à essayer de le faire, et que ce film, on espère en tout cas, y participe. Sur cette question de l'intime que tu mentionnes, on a envie de les applaudir tout le temps, je sais. Sur cette question de l'intime que tu mentionnes, il y a un peu cette question, parce que finalement, quand on apparaît dans un documentaire, les mots, peu importe à quel moment tu retourneras regarder ce documentaire, ils sont là, ils resteront là. Est-ce qu'en tant que scientifique, en tant qu'activiste, en tant qu'artiviste, ça rajoute des craintes de se dire là j'ai encore moins le droit à l'erreur, parce qu'on pourra retourner à cette fameuse vidéo en me disant là tu te souviens, t'avais dit ça? Tu vas peut-être répondre, mais
Mais ça, c'est être exposé médiatiquement. Bienvenue. Donc, c'est un enfer. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, parce qu'on peut... En fait, même, j'ai fait le deuil de ça, parce que maintenant, j'ai découvert ces dernières semaines quelque chose d'encore mieux, c'est-à-dire qu'on peut nous faire dire des choses qu'on n'a pas dit. Ce qui est assez fascinant, hein, mais grâce au montage, grâce à des interprétations, on peut faire des chroniques d'une phrase pour en faire dire complètement autre chose. Et puis, voilà, moi, c'est assez drôle. Je me suis retrouvée à défendre des agriculteurs sur un plateau télé. Et on m'a fait dire que je disais que tous les agriculteurs votaient d'extrême droite, jusqu'à ce que ça finisse à une réaction du ministre de l'Agriculture qui a fait un pamphlet de 3 minutes pour dire que c'était catastrophique. Donc, vous voyez comment je pense qu'il faut accepter qu'une parole nous échappe aussi, garder quelque chose de très conscient qui est une parole juste pour nous d'abord, être exigeant absolument en cela. Et après, on ne peut pas tout maîtriser. Juste pour rendre à César ce qui appartient à César et donc à Solal ce qui appartient à Solal, il n'est absolument pas que producteur de ce film. Il est, je vois que c'est écrit dans le petit bandeau producteur. Voilà. On a une boîte de production tous les deux qu'on a coproduit. Et il est évidemment réalisateur. Et on a écrit tout ça beaucoup à 3. Voilà. Pardon, je te laisse répondre. Monsieur le producteur. Non, pour rebondir sur cette question des mots, on a un vrai problème en science, c'est que la science avance. La science est constamment en progrès. Écoutez, vous regardez le tout premier rapport du GIEC. Il est né 2 ans après ma naissance, en 90. Et tu regardes ce qui se passe au niveau des calottes polaires, le Groenland au nord, l'Antarctique au sud. Et ben à l'époque, on avait vraiment très peu de connaissances là-dessus. Le rapport du GIEC le dit très bien, voilà, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si ces calottes polaires vont réagir au changement climatique. Je ne pense pas qu'en 2023, on ressorte un rapport du GIEC de 90 pour dire « Oh, regarde, les nuls, là, ils sont complètement plantés ». Ben non, la science avance. C'est le jeu en vaut la chandelle. Hein. On sait que cette science, elle s'améliore constamment. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai ou pas forcément affiné de la même façon dans les prochaines années. Donc voilà, on l'accepte et on avance, quoi. Il y a un objectif avec cette série documentaire, c'est d'expliquer ce qui est à la base, ce qui est vraiment la raison profonde pour laquelle vous faites tout ça au quotidien. Pour les personnes qui sont avec nous aujourd'hui et qui se demandent encore pourquoi est-ce que je fais tout ça, même s'ils ont envie de le faire, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Peut-être même Jade. Quel conseil pour des gens qui doutent de leur engagement, c'est ça? Ouais, ou de la raison pour cette fameuse question de pourquoi on se bat. On a fait un film, on ne sait pas y répondre. Désolée, hein, c'est quand même la honte. Non, d'un côté, c'est très simple. La raison de pourquoi on se bat, c'est toujours ce qui est au plus proche de nous. Ce qui parfois, ce qu'on oublie, c'est-à-dire nos proches, les endroits qu'on aime, un arbre, une fourmi, enfin n'importe. Mais et fondamentalement, je pense que c'est comme une sorte d'élan vital. Et sur ça, ça me fait penser même. Vous voyez, le mythe de Sisyphe. T'as Camus qui pose la question il dit la seule vraie question philosophique, c'est celle du suicide. Et quand on prend conscience de l'absurdité de la vie, est-ce qu'il faut se suicider? Et parfois, je pense que quand on prend conscience de l'absurdité d'un système industriello-capitaliste et in fine, une autodestruction de l'humanité, on peut se dire, bon, ok, super, on est sur la route du suicide collectif. Et du coup, face à ça, que faire? Et Camus répond, non, il ne faut pas se suicider, la réponse, c'est la révolte. Et ce qu'il dit même au-delà de ça, c'est que la réponse, elle est dans la révolte, c'est-à-dire, elle n'est pas juste dans les fins de la révolte, mais que la vie et la raison de la vie est dans la révolte même. C'est-à-dire que quand vous vous révoltez pour défendre quelqu'un que vous aimez, un lieu que vous aimez, une planète que vous aimez, vous vous révoltez parce que là se trouve l'essence de la vie. Et il me semble que du coup, quand on doute de pourquoi on se bat, que je sais pas, juste on est fatigué le matin et qu'on fait toujours les mêmes choses, et voilà, qu'on le fait tout simplement, enfin juste pensez aux personnes que vous aimez le plus et ça sera une bonne raison. J'ai la fin du film Don't Look Up en tête, où ils sont tous assis autour de la table en train de manger un dernier dîner alors que la météorite est en train de leur tomber dessus. Et Leonardo DiCaprio, son personnage, dit « We really did have everything ». Vraiment, on avait tout, quoi. Ben voilà, on ne peut pas en arriver là, c'est clair. Moi, crois-moi, je me réveille avec une rage le matin.
je sais que derrière chacun de ces glaciers, derrière chacun de ces icebergs, c'est des centaines de millions de personnes. C'est vraiment la Terre entière qui va être concernée par ça. Le jeu en vaut largement la chandelle, quoi. Ouais. Il y a une autre phrase qui est marquante à la fin du documentaire. C'est ce moment où vous dites, en fait, être activiste, c'est pas forcément aller s'enchaîner à une banque, c'est pas forcément aller marcher ou signer même des pétitions. C'est vraiment être à un endroit où on se sent bien. Est-ce que c'est pas un peu aussi être à l'endroit où on se sent puissant? Cette question de la puissance. Oui, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que, encore une fois, c'est la bataille des mots me semble fondamentale dans le sens où c'est pas qu'un caprice intellectuel, joli, comme ça, un peu philosophique pour rien. Non, c'est parce que les mots ont un impact sur le monde immense et sur la manière dont on l'habite surtout. Et donc la question de la puissance, ça me semble dangereux de la laisser uniquement à ceux qui aujourd'hui sont puissants et qui se cachent derrière une impuissance choisie. Ça a l'air un peu alambiqué, mais je vous explique. C'est qu'aujourd'hui, on a, nous, là, typiquement, très concrètement, on fait un blocage de l'Assemblée Total Énergie parce qu'ils construisent une plus grande pipeline chauffée au monde entre l'Ouganda et la Tanzanie. Il y a d'ailleurs, je crois, Patience qui sera là demain, donc je vous invite qui vient d'Ouganda, donc je vous invite vraiment à checker, à aller l'écouter parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire qui me touche beaucoup. Et donc en fait, voilà, donc il continue à faire participer aux 425 bombes climatiques. Bon, c'est assez clair, hein, je parle sous son contrôle, mais que ce soit le GIEC, que ce soit l'IAE dit, en fait, là, on ne peut plus faire d'expansion pétrogazière. En tout cas, si on fait de l'expansion pétrogazière, on sort des trajectoires. Donc, on doit arrêter. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, nous, on n'a pas d'autre choix. Donc, on demande gentiment, on fait des pétitions, machin, on essaye. Du coup, on essaie de les bloquer. On fait tout. On essaie tout ce qui est possible pour que peut-être il y ait un truc qui marche plus que les autres. Ou qu'ensemble un peu tout fasse un truc qui marche de manière générale, on essaye des trucs. Et là on a une réponse de la ministre Borne et Agnès Pannier-Runacher, les deux ont dit, donc le gouvernement on dit à l'AFP, eh bien les activistes, bon évidemment ils ne sont pas d'accord avec la forme, mais là on a la première ministre qui dit qu'on est dans notre rôle en faisant ça, et on a même la ministre de l'énergie qui pourtant est pas la plus révolutionnaire, qui a dit, écoutez, oui c'est vrai qu'en fait sur le fond il pose une très très bonne question. Bon, je me dis, ça fait quand même cher payer les 7 ans pour faire l'ENA pour réussir à se dire mince, j'y avais pas pensé. Donc elle a dit, non mais j'ai demandé à Patrick Bouyanné d'arrêter. Là, je lui ai dit, ce serait cool. Parce qu'en fait, si on est dans ces positions de pouvoir-là, on peut pas juste demander. Enfin, c'est quand même hyper grave, cette démission du pouvoir de ceux qui sont au pouvoir. Je trouve ça terrifiant. Donc, si vous êtes au pouvoir, utilisez-le. Si vous gouvernez, gouvernez. En fait, si vous êtes au gouvernement, gouvernez à un moment donné. C'est dans le titre, quoi. Donc, cette question de la puissance, puisqu'apparemment les puissants n'ont pas très envie de le faire, eh bien, il faut qu'on le prenne, en fait. C'est tout, hein. Pas le choix. Une dernière question avant que je laisse tout ce beau monde vous poser également des questions, parce que j'imagine qu'ils en ont plein. C'est pour toi, Solal. Est-ce que tu penses que finalement, mettre des images, mettre des mots, visualiser, visibiliser toutes ces choses qui nous paraissent totalement démentes, parce que quand tu te dis, il y a des glaciers qui étaient là bien avant qu'on soit sur cette planète, qui sont en train de juste disparaître, est-ce que justement, ce côté visible et mémoire aussi collective, finalement, c'est un truc un peu clé pour toi? Tout à l'heure, tu posais la question de est-ce que le film va périmer en quelque sorte. On sait que c'est une photo qu'on vient de faire. On vient d'avoir un film qui va effectivement dans quelques années être peut-être remis en question, je ne sais pas. En tout cas, sur le moment, c'est un film qu'on a essayé de faire le plus sincère possible parce qu'on se rend compte que, tu disais tout à l'heure, en fait, la sincérité, en tout cas essayer de ne pas trop mettre de forme, c'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu dans ce film, malgré les belles images, etc. On a essayé quand même de mettre de l'humain le plus proche. Vous avez pu voir Camille dans ses meilleurs jours, vous avez pu voir... je l'ai vu tout à l'heure... Là, elle est plutôt pas mal, hein, t'es bien là. Mais il y a 2 heures, elle était vraiment complètement pleine de larmes, etc. à cause du lacrymo. Mais ce genre de film, l'idée derrière, c'est effectivement d'aller chercher l'essence de notre combat. Et tu disais que la question c'était, pardon, je suis en train de l'oublier. Une question finalement de devoir de mémoire, tu vois. Ouais, le devoir de mémoire. Et oui, pardon,
ce qui a été important pour nous, mais en fait, je le dis pour nous, mais c'est pour moi déjà, en fait, pour un personnage de film qu'on essaie de construire au fur et à mesure du film, c'est qu'est-ce qui va me toucher durant ce voyage, qu'est-ce qui va me nourrir pour le combat. Et de mon côté, ça a été un grand moment, c'était les glaciers. Donc en fait, Eddie pour moi est un personnage très important. Mais je pense que aussi pour vous. Pour nous aussi, mais, ouais. voilà. Mais ce moment en fait où on voit les glaciers et on nous explique comment ça s'est passé et surtout on le visualise, c'est-à-dire qu'on le ressent. Autant Jade, elle le ressent dans le corps et elle arrive à le traduire avec son corps. Bon, je n'ai pas le même corps, vous le remarquerez. Le seul truc que je peux faire, c'est peut-être un petit mouvement de bras comme ceci, mais ça sera jamais très beau. Mais je peux ressentir des choses avec mon corps. La preuve en est, puisque sur ce glacier, on a pu voir en fait, le chemin parcouru. C'est-à-dire que quand on est arrivé, le glaciologue nous a dit voilà, le glacier il était là en 1990 et on ne voyait pas le glacier. Je peux vous dire que quand on vous montre ça, on ne peut pas rester de marbre en fait. Et donc on a fait tout ce trajet, on a fait le trajet du glacier finalement, la fonte du glacier. Et ces moments-là nous ont vraiment marqué, on a essayé de les retranscrire au mieux. C'est pour ça que les animations qu'on a essayé de récupérer nous ont essayé le plus parlé. Et pour nous, oui, c'est un devoir de mémoire. Et c'est un moyen, j'espère, de parler au plus grand nombre. Et c'est pour ça que, encore une fois, le côté sincère, le côté sans filtre, essayer de vous montrer tel quel ce qui s'est passé pour nous, c'est un moyen d'essayer de vous inclure dans l'histoire et de pouvoir vous mettre vous aussi à notre place. Voilà. C'est réussi en tout cas.